Bonjour tout le monde. Alors, on a un petit peu d'écho. Bonjour, bonjour. Allez, on reprend. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Super. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Merci pour vos réponses. Bienvenue à tous donc pour ce webinaire dédié à Microsoft Azure. Je m'appelle Fabien, je suis directeur marketing de Dynamips et je suis avec Nicolas, aujourd'hui directeur innovation chez nous. Bonjour à tout le monde. Au menu du jour, donc comme vous avez pu le voir dans l'invitation, on va parler cloud public et on va aussi parler sécurité, qui sera vraiment un sujet central. Et on reviendra aussi sur la notion de tarification du cloud, en tâchant, si c'est possible de le faire, on va le voir à travers ce webinaire, de comparer les différents modèles d'architecture pour lesquels vous pouvez opter pour votre système d'information. Et on va démarrer par donc un point sur les différents types d'architecture pour votre entreprise. On reviendra évidemment sur Azure, qu'est-ce que c'est Azure? On fera un arrêt sur les différents services critiques de votre entreprise qui peut-être, il peut être bon d'externaliser en premier. On parlera de la sauvegarde et puis derrière, on s'arrêtera sur les coûts. Et enfin, on échangera autour, de l'accompagnement Dynamips autour des technologies Azure. À la fin, on garde un temps pour répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez réagir durant la présentation, je vous demande de plutôt le faire via le canal de chat parce qu'il y a pas mal de monde. Et puis, encore une fois, on répondra à toutes vos questions à la fin. Le webinaire est enregistré, vous aurez accès au replay comme d'habitude, on vous l'enverra par mail. Allons-y sans plus attendre. Nicolas, peux-tu revenir sur quelques fondamentaux en matière d'architecture? Oui, donc on a quelques anglicismes pour parler d'infrastructure et d'informatique en général. Donc on va différencier globalement trois emplacements pour lesquels vous pouvez opter pour héberger votre système d'information. Il y a l'emplacement historique qu'on appelle on-premise. En français, on dirait sur site. Donc les serveurs sont installés chez vous, dans vos locaux ou dans un de vos bâtiments si vous en avez plusieurs. C'est la version historique qu'on a. Et ensuite est venu les data centers qu'on a ensuite renommés cloud privé. Donc ce sont des salles informatiques dédiées à l'informatique, optimisées avec un certain nombre d'éléments de sécurité qu'on verra un peu plus tard et qui permettent d'héberger un nombre important de matériel. Et puis le petit dernier qui a maintenant, on va dire, une dizaine d'années, c'est le cloud public. Donc c'est de l'hébergement qui est accessible via Internet. Ça reprend les mêmes éléments de sécurité que le cloud privé, mais on va rajouter un certain nombre de fonctionnalités et de souplesse qu'on n'avait pas dans le cloud privé et qui va permettre d'accentuer l'intérêt pour cette technologie-là. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est le cloud public de Microsoft. Donc, c'est Microsoft Azure qui a maintenant une petite dizaine d'années d'existence et qui permet, on va le voir un peu plus tard, d'héberger beaucoup de choses. Donc, pour accéder à ces types d'emplacements, si on est sur site on-premise, on a l'infrastructure de réseau informatique local qui suffit. À partir du moment où on veut héberger des données à l'extérieur, on va dépendre d'un lien, un lien généralement Internet, ça peut être certains liens privés pour des clouds privés, mais souvent c'est à travers des liens Internet et puis qu'on va sécuriser avec la mise en place de VPN, de, de tunnels sécurisés pour accéder aux données de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a 3 modèles. Évidemment, on peut mixer ces différents modèles. Absolument. Alors, c'est le gros intérêt aujourd'hui, c'est qu'on peut faire évoluer. Donc, on a quelques sociétés qui ont fait le choix du to cloud, qui sont 100% sur Azure, notamment pour des petites structures parce que ça amène énormément de souplesse. Mais on a énormément, une grosse majorité de nos clients qui ont un modèle qu'on appelle hybride, un peu comme les voitures électriques. Électrique et essence, où on a une partie des infrastructures on-premise, une partie des infrastructures sur Azure. En général, ça va être lié à des contraintes
soit liées au débit Internet. Si on a des très gros volumes de données à stocker, je pense par exemple souvent à des bureaux d'études qui travaillent sur des très très gros fichiers, eh bien, ils peuvent avoir besoin d'un tuyau trop gros pour l'héberger à l'extérieur, et donc ils gardent une partie de leurs données on-premise et une autre partie qu'ils ont besoin vraiment de sécuriser, ils vont aller la mettre sur Azure. Et j'en profite pour vous partager une étude qui est sortie la semaine dernière sur Channel News, qui dit qu'aujourd'hui, les entreprises dépensent désormais 2 fois plus pour les services cloud que pour leur propre centre de données. Donc certes, le cloud est évidemment le vent en poupe, mais on voit qu'on est toujours sur un modèle hybride. Et qui évidemment est accessible aussi pour les PME, ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors pour faire un focus sur Microsoft Azure, vous expliquer ce que c'est exactement. Donc c'est un cloud public évidemment. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que c'est le cloud public de Microsoft qui est le leader mondial en matière d'IT B2B, d'informatique B2B, puisque Microsoft, ce sont tout un panel de logiciels que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien. Azure, c'est également la plateforme d'hébergement dont Microsoft se sert pour ses propres outils comme Office 365 évidemment, mais aussi pour la Xbox. Azure aujourd'hui est utilisé par 95% du CAC 40. Alors vous allez me dire, moi le CAC 40, je m'en fous. N'empêche qu'en matière de confiance, c'est quand même un signal fort si les plus grandes entreprises sont sur Azure. C'est un tiers de confiance puisqu'il est conforme à la réglementation RGPD et qu'il est reconnu aujourd'hui hébergeur certifié HDS. Ça veut dire qu'il peut supporter des données de santé. Et on sait que c'est un sujet évidemment très sensible en Europe et en France. Et Microsoft détient cet agrément. Enfin, Azure, ce sont des data centers en France, partout dans le monde, en Europe, mais aussi en France. C'est quelque chose qui peut être important pour certaines personnes qui souhaitent conserver leurs données à proximité, à côté de chez eux. En ça, Microsoft a fait l'effort. D'ailleurs, je vais vous partager la carte d'implantation des différents data centers dans le monde. Donc, comme tu disais, Fabien, Azure, c'est avant tout une plateforme qui est utilisée par Microsoft pour ses propres besoins. Donc, tu as nommé Office 365, qui est connu par beaucoup. Les plateformes Xbox qui servent donc pour les jeux vidéo, Xbox Live. Mais également, il y a toute la partie application business avec leur suite Dynamics qui est également hébergée sur ces plateformes-là. Donc Microsoft, pour cela, a construit un réseau de data centers à travers le monde pour être au plus proche des utilisateurs et optimiser les temps de réponse, les délais, mais aussi se conformer aux contraintes réglementaires et locales des différents pays, puisque dans les réglementations internationales et qui concernent l'hébergement des données, les lois d'un pays sont toujours souverains par rapport aux lois internationales. Et donc, il y a des data centers qui ont été ouverts dans les différents pays avec des contraintes particulières, notamment pour l'Allemagne, notamment pour la Chine, et puis un peu moins de contraintes, mais il y a quand même des data centers en France qu'on utilise, nous, aujourd'hui, 99% de ce qu'on met sur Azure, on utilise les data centers français aujourd'hui. Tous les data centers sont toujours par paire, on parle d'Azure Région. Pour la France, c'est France Centre et France Sud. Donc France Centre, ce sont des data centers qui sont en région parisienne. Il y a 3 data centers sur 3 zones différentes de la région parisienne. Et le secours, c'est France Sud. Donc c'est des data centers qui sont au niveau d'Aix-en-Provence. Et donc ça permet certains services qu'on appelle de géoréplication, donc qui permettent de sécuriser des données que vous allez écrire à la fois sur un data center, mais également les sécuriser sur un second, ce qui permet, en cas de sinistre majeur, comme un incendie, comme on a pu le voir malheureusement pour OVH il y a quelques mois, eh bien d'avoir les données qui sont tout de même sauvegardées. J'ai une question, Nicolas. Pourquoi tous les data centers ne sont pas matérialisés avec la même icône sur la carte? Alors, il y a des petites nuances. Vous avez
les data centers principaux qui sont ce qu'on appelle des availability zones, donc ce sont des data centers avec un petit point blanc. Donc là, ce sont des data centers où on va avoir des espaces, des régions dans lesquelles on va avoir plusieurs data centers. Donc si vous prenez l'exemple de France Centrale, comme je vous disais, il y a 3 data centers en région parisienne. Et donc, on peut choisir dans les options de stockage de dire, ben, moi, je veux que ma donnée elle soit répartie sur plusieurs data centers en Île-de-France. Et du coup, une donnée qui va être écrite, elle va être écrite, par exemple, dans 2 data centers différents. Et donc, si vous avez le data center qui est dans l'ouest de la région parisienne, qui subit un séisme majeur, les données ont été répliquées sur l'autre partie. Ceux qui n'ont pas de point blanc, donc c'est des data centers secondaires, donc qui viennent notamment pour de la sauvegarde de la donnée répliquée pour de la sauvegarde principalement. Et puis les petits points, les petits ronds en pointillés, ce sont des data centers qui ne sont pas encore ouverts, qui sont en cours de création, sachant que cette carte, elle date je crois, de fin 2020. Je sais pas, je ne me suis pas intéressé plus que ça au data center du Mexique ou d'Israël, donc je ne sais pas où en sont les constructions, mais voilà, c'est des data centers qui étaient en cours de construction au moment où cette carte a été mise à jour. Merci Nicolas. Excuse-moi, mais je ne sais pas si je suis le seul, mais je vois une erreur dans la connexion. Ah non, c'est que moi. Alors, du coup, on enchaîne. Pourquoi Azure? Avant toute chose, donc il y a peut-être un basique sur lequel on n'est pas revenu, mais Azure est un vrai cloud provider, c'est-à-dire que vous êtes donc facturé tous les mois selon votre consommation au réel, d'accord? Donc vous ne payez pas une machine virtuelle, un tarif fixe chaque mois, je dis une bêtise, 100 € par mois. Ce que vous allez payer va fluctuer en fonction des ressources que vous utilisez dans Azure, d'accord? Donc vous allez avoir une idée de la grande masse que ça va représenter évidemment, puisqu'on va vous dimensionner pour vous vos services, mais derrière ça va fluctuer. Ça veut dire qu'on est sur un vrai service provider de cloud, dans le sens où ça s'adapte à votre activité, à votre consommation réelle de ressources. On est sur une facturation, Fabien, qui est globalement qui est à l'heure, pour certains cas à la transaction, mais souvent à l'heure. Et donc, un exemple tout bête, mais au mois de janvier où il y a 31 jours, l'exploitation, si je fais tourner une machine H24, 24 heures sur 24, au mois de janvier, j'aurai plus de consommation qu'au mois de février où il y a en général que 28 jours. Et donc, on va avoir un différentiel d'un mois sur l'autre, une petite variation. Mais la variation sur un usage constant est extrêmement faible, hein. On parle de quelques euros pour quelques centaines d'euros de consommation, quelques euros de variation. Et le gros du coût, on arrive à l'estimer très très bien. Alors, ceci étant dit, pourquoi je peux faire le choix d'un cloud public tel qu'Azure? La première raison qui nous paraît évidemment incontournable, c'est le niveau de sécurité. Aujourd'hui, Azure, avec toute la puissance de Microsoft derrière, propose un niveau de sécurité, de sécurisation de vos données, de sécurisation des différents accès aux services qui est incomparable, que vous ne pourrez jamais retrouver au sein de votre organisation. Donc ça, c'est un premier avantage évidemment clé. Deuxième point, c'est la fiabilité et la disponibilité des services Azure. Là encore, Microsoft dispose de moyens colossaux pour faire en sorte que ces data centers soient hyper performants et que vos services soient accessibles le plus longtemps possible à 99,999999%. L'évolutivité est aussi un point important qui intéressera peut-être plus les populations techniques, mais c'est tout de même un point, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Azure va s'adapter à votre activité. Donc imaginons que vous êtes sur un métier qui connaît des pics de charge ou des pics d'activité avec une saisonnalité forte, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas besoin de redimensionner votre infrastructure en rachetant, par exemple, un serveur. Azure va épouser tout seul ce pic d'activité et ce sera indolore, transparent pour vous. Enfin, dernier point, c'est la souplesse financière que ça propose, puisque, comme je le disais, on est sur un modèle d'abonnement, donc de charges qui sont tout de même prédictibles. Et donc, on préserve quelque part votre capacité d'investissement. Si, à l'inverse, vous aviez choisi de renouveler une infrastructure pour 100 000 €, je dis une bêtise, amortie sur 5 ans, eh bien là, on est sur un modèle d'abonnement. Donc, on est vraiment sur des modèles différents.
Voilà pour la présentation d'Azure. On va maintenant essayer de se concentrer sur votre organisation, votre système d'information, et on a choisi de revenir sur différents services critiques qu'on a identifiés pour votre système d'information. Voilà, donc globalement, un système d'information, quel qu'il soit, il a trois services vraiment critiques qu'on va retrouver dans à peu près toutes les sociétés. Le premier service critique, ça concerne l'identité, la gestion de l'identité des collaborateurs. C'est un service critique parce que l'usurpation d'identité est la première faille de sécurité, le premier moyen qu'utilisent des pirates pour pénétrer des systèmes. Et donc la gestion de l'identité est un élément absolument critique. Le second élément qu'on va avoir, c'est vos applications métiers. Donc on va penser peut-être à si vous avez un CRM, si vous avez un logiciel métier qu'on va appeler un PGI en France ou un ERP en anglais, ou autre, une application dédiée à votre activité. C'est une application critique. Et puis la troisième, qu'il est un tout petit peu moins, c'est l'ensemble de vos documents. Les documents que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise, ça va être vos documents Word, vos documents Excel, vos PDF, etc. Donc, en fonction de votre activité, l'essentiel peut être concentré dans les applications métiers, ou vous pouvez avoir une partie importante qui est également sur des documents. Donc, c'est les trois vraiment grandes familles qu'on a souhaité, pour lesquelles on a souhaité proposer des packs de sécurisation sur Azure. Alors, il y a aussi la question de la sauvegarde, hein, puisque là, on ne l'a pas forcément abordé. Qu'en est-il de la sauvegarde? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'il faut prévoir des choses? Donc, on a repris les deux modèles dont on vous a parlé jusque-là, donc à savoir un cloud public Azure, par exemple, et puis une infrastructure traditionnelle sur site. Pour Azure, eh bien, c'est très simple. La sauvegarde est comprise dans le service pour lequel vous avez souscrit, alors qu'évidemment, sur la partie on-premise, la sauvegarde est à prévoir de votre côté, sachant que si vous en avez une de prévue sur site physiquement, une des recommandations qu'on fait tout le temps à nos clients, c'est de prévoir une réplication de cette dernière dans le cloud pour tous les avantages qu'on a énoncés tout à l'heure. Oui, alors j'ajoute, quand on parle de sauvegarde comprise dans Azure, hein, c'est avec les offres Dynamips, hein, puisqu'on peut héberger de la donnée dans Azure sans la sauvegarder. Techniquement, c'est possible, mais nous, on ne le fait jamais. On a 100% des infrastructures qu'on déploie dans Azure, on active les options de sauvegarde qui vont bien pour se sécuriser. Et puis pour les infrastructures on-premise, c'est aussi, on parlait d'infrastructures hybrides tout à l'heure, c'est aussi un des axes qu'on développe énormément, qu'on propose beaucoup à nos clients qui souhaitent conserver ou qui ont des contraintes qui les obligent à conserver des infrastructures chez eux. Eh bien, on insiste fortement sur la sauvegarde dans Azure, puisque ça permet d'externaliser le sauvegarde sans contrainte physique, hein, d'avoir des bandes de données qu'il faut déplacer tous les jours, idéalement aller les positionner dans un coffre-fort, dans une banque ou au domicile parfois du PDG, c'est très contraignant. Et donc, eh bien, on a la solution d'externaliser ces données dans Azure, même si on a une infrastructure on-premise. Alors, on va maintenant parler de coûts. On sait que l'exercice est très délicat de comparer les différents modèles d'architecture. C'est quelque chose qu'on n'aime même pas faire du tout. Néanmoins, ça peut vous donner quelques clés quand même. Donc Nicolas, je te laisse. Oui, donc on essaye de comparer parfois, comme l'expression consacrée, des choux et des carottes. C'est un petit peu difficile, mais ce qui est sûr, c'est qu'en informatique, on a les coûts visibles, factuels, et puis on a ce qu'on appelle les coûts cachés. Donc sur les coûts qu'on a identifiés, qu'on vous présente ici comme visibles, c'est tout ce qui va concerner le matériel que vous achetez et puis les licences de logiciels que vous allez déployer dessus. Il y a également la partie déploiement et configuration qui est assez facile. Vous avez un devis en général et puis vous les voyez facilement. En revanche, on va avoir un certain nombre de coûts cachés qui vont être un peu plus parfois difficiles à voir. Donc, il y a toute la partie maintenance et infogérance, donc pour lesquels vous pouvez avoir des abonnements
ou pas, et pour lequel vous pouvez payer un forfait ou vous pouvez payer à la consommation. Donc, il y a des coûts qui peuvent être très variables en fonction des besoins. Il y a également la partie le personnel informatique. Donc là, évidemment, ça dépend de la taille de votre structure. À partir du moment où vous avez des ressources, où vous avez une taille un petit peu importante, vous risquez d'avoir besoin d'embaucher des ressources du personnel informatique. Et donc là, se posent toutes les problématiques de gestion RH, de compétences. Et puis on le voit, Fabien, si tu veux cliquer après sur la partie formation également, suivi des personnels. Et puis il y a également, on oublie souvent la partie de frais de la salle serveur informatique. Donc là, évidemment, c'est très très difficile de vous donner une moyenne, puisque entre le serveur qui est posé dans un coin du bureau de la compta et la salle informatique qui est sécurisée, fermée, climatisée, évidemment, on a des écarts de coûts qui sont monstrueux. Et donc, pour cela, on a fait un petit schéma avec, avec Fabien, un magnifique petit schéma, copyright Nicolas, qui essaie de vous représenter un petit peu cette problématique de coût qu'on a on-premise. On peut, comme je le disais, avoir très très peu de sécurité et pour un coût abordable, du coup, vous pouvez acheter un serveur, le poser à côté de votre bureau, mettre toutes vos données critiques dessus, mais évidemment, il est vulnérable à de nombreux aléas. Évidemment, on pense à la panne matérielle, toute bête, qui arrive. Tout le monde a de l'informatique depuis des années. On sait que l'informatique, malheureusement, ça peut tomber en panne. On a également toutes les contraintes de sinistres majeurs, incendie, inondation, tremblement de terre, tout ce qui va pouvoir détériorer le matériel. On a également les problématiques de vol. Votre bureau est-il sécurisé? Est-ce que c'est facile de casser la fenêtre et de voler votre serveur? Malheureusement, on a ça régulièrement, du vol de matériel. Et donc, si vous voulez vous prémunir de ces différents aléas, il va falloir mettre en place des éléments de sécurité. Et ces éléments, ils peuvent très vite se chiffrer. Si vous souhaitez un très haut niveau de sécurité pour vos données on-premise, vous allez devoir investir dans 2 salles serveurs qui sont espacées de plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres, réaliser un lien d'interconnexion entre ces 2 salles pour répliquer vos données. Ces salles doivent être sécurisées contre les incendies, doivent être sécurisées contre les pannes électriques, contre les coupures de liens télécom, etc. Et donc, c'est là où on a toute cette partie sécurité dans le cloud public qui est intrinsèquement, systématiquement, toujours active. Et donc, c'est pour ça que si on compare la courbe qui est tout en bas à gauche avec n'importe quoi qui est dans le cloud, on va pouvoir constater un coût supérieur. Mais dès qu'on va vouloir se rapprocher de la sécurité qu'offre le cloud, on va tout de suite exploser les moyennes et on va très vite dépasser en fait le coût de possession qu'on obtiendrait avec du cloud public. Donc j'espère que ce schéma est assez explicite et si vous avez des questions dessus, on pourra revenir dessus. En tout cas, moi j'ai tout compris. Merci Fabien. Alors, pour être un petit peu plus pragmatique, on vous a mis des exemples de coûts et de tarifs que nous, on propose à travers nos offres autour d'Azure, d'accord? Vous donner une idée de ce que ça peut représenter. On a repris les différents services critiques, ça vous donne des scénarios, ça vous donne des pistes. Donc je rappelle, les 3 services critiques sont autour de l'identité, de l'application métier et des fichiers. Donc pour ça, on a différentes offres. Sur la partie identité, on a notre offre Azure AD Server. Sur la partie application métier, Azure Apps Server. Et sur la partie fichier, Azure File Server. Dans tous les cas, l'idée, c'est de prendre ce service qui, à la base, est plutôt chez vous et de l'emmener dans Azure. D'accord? Donc pour ça, on a déterminé 2 sources de coûts pour vous. La première, c'est évidemment l'abonnement à Azure que cela va occasionner. Alors là, on est sur des modèles un peu génériques de machines virtuelles qu'on a imaginées. Donc vous voyez, ça vous donne déjà une idée de tarifs. Et puis derrière, on a ce qu'on peut appeler des frais de déploiement qui correspondent là aux prestations que nos équipes vont réaliser pour effectuer
toute l'étude et le conseil autour du basculement de votre architecture vers de l'Azure, la configuration, les tests, la migration de vos données, et puis derrière, la mise en production et pourquoi pas du transfert de compétences auprès de vos ressources IT si vous en avez. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux revenir sur certains scénarios. Non, je reviens juste sur un truc que j'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. Sur le tarif d'abonnement mensuel, on est sur une estimation très proche de la réalité, mais on reste sur une estimation. Donc, quand on prend l'exemple du serveur d'identité à 99 € par mois, ça va varier entre peut-être 97 et 101 € en fonction du mois qu'on va consommer. Merci Nicolas. Important hein, d'être précis là-dessus. Tout à fait. Surtout au prix de la baguette de pain aujourd'hui. Belle référence. Donc voilà pour ça. On va donc terminer sur, avant de répondre à vos questions, on va terminer sur l'accompagnement Dynamics. Dynamics, c'est Microsoft Gold Partner, Nicolas. Oui, donc qu'est-ce que c'est que ces certifications? Donc, on est un partenaire avec Microsoft, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat de partenariat et on a formé nos ressources commerciales, nos ressources techniques, nos ressources administratives. On les forme régulièrement, on a des examens à passer pour vous garantir que nous maîtrisons ces technologies. Donc nous, on est certifié Gold sur 5 technologies différentes, donc, que vous voyez à l'écran, et puis Silver sur 2 autres. Et donc ça vous garantit une compétence forte de nos équipes sur les différents environnements qu'on vous propose. Et puis on est également labellisé Expert Cyber par l'initiative gouvernementale Cybermalveillance. Donc ça vous garantit également qu'on est en capacité de vous proposer, de vous conseiller sur la meilleure manière de sécuriser vos données et de ne pas vous subir d'attaques informatiques ou si vous en subissez une, de ne pas perdre l'ensemble de vos données en ce cas. Et je terminerai sur quelques références. Aujourd'hui, donc nous, on est évidemment partenaire Microsoft depuis de nombreuses années. On a accompagné et on accompagne plus de 600 clients autour des solutions cloud Microsoft. Je vous ai mis quelques références sur des projets Azure, pardon. Et l'idée, c'est de dire que voilà, ça peut concerner tout type d'entreprise, sur tout secteur d'activité, de toute taille. Et donc, encore une fois, c'est pas réservé qu'aux grandes entreprises, aux ETI. On a énormément de clients qui aujourd'hui fonctionnent sur ce modèle hybride dont on vous parlait en introduction et pour lesquels ça se passe évidemment très bien. Voilà pour cette présentation. L'idée, c'était de revenir sur des fondamentaux en matière d'architecture, de parler de sécurité, de services critiques et de revenir également sur la notion de coût et de tarification. On est prêt à prendre et à répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant. Et la première question est toujours la plus difficile à venir, mais nous sommes patients. Il faut aussi apprendre à poser des silences. Tout à fait. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Bon, c'est la première fois qu'on a un webinaire sans questions, Fabien. Oui, tout à fait. Je pense que c'est à marquer d'une pierre blanche. C'est que c'était sûrement très très clair. J'attends encore quelques secondes. Bon, bien écoutez, c'est que c'était clair pour vous. En tout cas, on espère que ça a répondu à vos attentes. Vous pouvez nous solliciter excusez-moi. Il y a juste une question pour l'instant. Alexandre, est-ce qu'il est prévu la création d'autres data centers en France? Alors, on n'a pas d'informations là-dessus. Aujourd'hui, les capacités ne sont pas exploitées pleinement sur les data centers français. Il y a une forte croissance qui a été anticipée, mais il n'y a pas de velléité de Microsoft à augmenter le nombre de data centers, simplement à
agrandir, augmenter les ressources au sein des data centers existants. Merci Nicolas. Quelle différence entre Azure AD et un AD hébergé sur Azure? Alors, on est vraiment, mais alors pas du tout sur les mêmes fonctionnalités. Donc là, on va rentrer vraiment sur des questions d'ordre technique, hein. Un AD hébergé sur Azure, on reste sur un fonctionnement qu'on appelle en mode Kerberos, donc avec un système de jetons d'authentification, alors que Azure AD, c'est un système d'authentification beaucoup plus récent et beaucoup plus moderne, hein. L'Active Directory, ça date de l'an 2000. C'est sorti par Microsoft en 2000. Ils n'ont pas du tout copié ce que faisait Novell avec ses annuaires LDAP. Mais voilà, c'est une autre technologie et le principe Azure AD, c'est des authentifications beaucoup plus modernes et récentes avec les modèles HTTPS, les mêmes qu'on va retrouver chez Google, chez Facebook, etc. Et donc on n'est pas sur les mêmes protocoles de communication et pas sur les mêmes fonctionnalités. On va beaucoup plus loin sur la gestion de l'identité et la sécurisation avec les systèmes modernes. Et donc, Azure AD permet une sécurisation beaucoup plus fine que ne le permettent Active Directory, y compris si on l'héberge dans Azure. J'espère, Monsieur Le que ça a répondu à votre question. A priori, oui. Bien, on va en rester là. Donc, encore une fois, vous allez recevoir le lien pour le replay si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous solliciter évidemment ou solliciter vos contacts commerciaux habituels. On vous souhaite à tous une excellente journée et évidemment un bon appétit. Un bon appétit, c'est très important. Et pensez à la baguette de pain. Voilà. À bientôt tout le monde.